Bienvenue à tous, votre rendez-vous Moi Femme sur Dash News. Cette semaine, nous allons essayer de répondre à des questions que se posent les parents à la veille des premiers pas à l'école d'un enfant. Comment justement préparer les premières années à l'école de votre enfant? Vous verrez qu'il ne suffira, vous n'avez pas besoin de vous transformer en enseignant, car les maîtresses et les experts en la matière, les psychologues précisent qu'un enfant est comme une éponge et il apprend le plus souvent en s'amusant. Pour en parler, nous aurons le plaisir d'accueillir Maman Coco. Vous comprendrez pourquoi je l'appelle ainsi tout au long de cette émission, dont je ne dirai pas sa fonction. Elle-même, elle aura le temps de nous préciser son métier. Nous accueillerons également Tatiana Mabougo, notre expert en jouets éducatifs. Pour cette semaine également, Moi Femme, c'est aussi ces femmes qui ont marqué l'actualité des 7 derniers jours, des femmes tristement célèbres. On a la Kenyane Hélène Wendy qui meurt par noyade en plein direct sur Facebook. La jeune femme âgée de 24 ans, la réalisation permet de voir des bouts d'images, de 24 ans, travaillait comme préposée aux bénéficiaires dans un centre de soins d'Owen Sound, c'est au Canada. Nous mettrons également le cap sur la Côte d'Ivoire où la journaliste Ange Latte, tuée à son domicile le 18 août dernier à Gonzagueville, récemment embauchée par la mairie du Port-Bouët dans une radio de proximité de la commune. C'est la voisine, c'est le voisinage qui a découvert son corps. Nous reviendrons également sur cette violente altercation entre l'artiste camerounais Ténor et Eunice Zuenon, l'ivoirienne. Elle est humoriste et animatrice et une scène est devenue virale, une scène de ménage devenue virale sur les réseaux sociaux. On terminera également avec l'histoire de Raïssa Kenyé, la reine camerounaise, qui a été au centre d'un double meurtre du côté des États-Unis à Atlanta. Elle a tiré sur 2 personnes. Sur 3 en réalité, 2 personnes sont décédées et la dernière serait en soins intensifs dans un hôpital du côté des États-Unis. Vera Sonwe, c'est toujours une Camerounaise qui quitte ses fonctions de secrétaire générale de la Commission économique des Nations Unies. Elle a annoncé lors d'une réunion virtuelle réunissant le 22 août dernier le personnel et les partenaires de l'institution. On reviendra, donc elles font l'actu. Pour l'heure, cap donc à notre échange du jour, naître, grandir, les premiers pas à l'école. On en parle dans une poussière de secondes avec nos invités. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Je le disais à l'entame de cette émission, vous êtes parents et si vous êtes parents en devenir ou vous êtes parents, vous êtes déjà passé par cette étape. Des questions qu'on se pose à la veille des premiers pas à l'école d'un tout petit. C'est un moment de stress, c'est un moment où on se pose des questions. Va-t-il y arriver? Va-t-il tenir? Est-ce que toute la journée sans voir maman ou papa, ça va le faire? Nous avons Maman Coco sur ce plateau. Bienvenue. Bienvenue Adrienne, merci de me recevoir sur ce plateau. Pourquoi Maman Coco? Maman Coco, c'est parce que je me glisse sous la peau de toutes les mamans. Et je représente maman devant tous ces enfants qui sont... Justement, pour ceux qui sont à la maison, Maman Coco est enseignante maternelle. Elle s'appelle en réalité Aïssetou Ngam Atibak Coco. Le pseudonyme qui passe chez les tout-petits du côté de la maternelle à Duval. C'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. C'est Maman Coco. Nous avons également le plaisir d'accueillir Tatiana Mabougo Tchoupé, expert en jouets éducatifs. Tatiana, merci d'être avec nous. Bonsoir Adrienne et merci pour l'invitation sur votre plateau une fois de plus. Tatiana est là pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de premier pas à l'école, et c'est un processus qui allie autant les parents, les enseignants, bref, la société impliquée dans ce processus-là, parce qu'en réalité, la maternelle est présentée, à moins que Maman Coco ne me contredise, est présentée comme une étape où l'enfant apprend à grandir. Et grandir dans un milieu où l'évolution numérique prend le pas. Alors, on est aujourd'hui, Tatiana est là pour nous dire quel est l'impact
du trop plein d'écrans sur l'évolution optimum d'un enfant. Les écrans sont-ils toxiques? Nous aurons le temps de revenir là-dessus. Maman Coco, quelle est la place de la maternelle dans la vie d'un enfant? En fait, lorsqu'on parle de maternelle, la maternelle, c'est un milieu qui est, je peux dire, arrangé pour amener l'enfant à accepter le fait qu'en dehors de la famille, il y a un autre milieu où il peut rencontrer d'autres enfants, d'autres personnes. Déjà, je vais dire, le socialiser. Je dirais ça comme ça. C'est la porte qui ouvre au monde. Justement. C'est là où l'enfant apprend à connaître son environnement, Voilà. à l'apprivoiser. Justement. Est-ce que, en tant que... on a parlé justement des appréhensions des parents à la veille d'une rentrée. Comment est-ce que ça se passe le premier jour des enfants? Ce sont les parents ou les enfants qui sont le plus stressés? Par expérience, moi, je trouve que c'est les parents. Oui. Parce que le parent a plus peur que l'enfant. L'enfant, lui, vient tout enthousiasmé. Certainement, on l'a préparé. C'est vrai, il y en a d'autres qui ne sont pas prêts à ça. On ne leur a rien dit. Mais là, le premier jour, ils sont tout contents. C'est vrai, ils ne savent pas ce que c'est. Ils arrivent, ils sont contents de voir d'autres amis. Seulement, le couac, c'est là où je parle de l'impréparation. Lorsque le parent s'en va, c'est là où tout se gâte. Maintenant, le rôle revient à la maîtresse de parler, de rassurer l'enfant, de le mettre en confiance. Je disais au départ que la peur, c'est pour les parents parce que dans leur tête, ils disent comment ça va se passer, comment je me dis que certainement, il fallait déjà mettre un système en place pour rassurer aussi ses parents. Maman Coco, on vous a vu encadrer, pour ceux qui ont la chance de passer dans vos salles de classe, vous avez une dizaine d'enfants qui viennent de familles différentes, des personnalités différentes. Comment est-ce que vous arrivez à gérer les cris, les sollicitations, à satisfaire tout le monde à la fois? Oui, c'est vrai. Là, c'est là où intervient l'instinct maternel. Moi, je dirais, pour encadrer dans le secteur maternel, il faut avoir ce petit truc. Savoir comprendre, même par le regard, même par le geste, même par la manière de parler, on comprend ce que désire un enfant. Voilà. C'est comme ça, chacun vient avec ses habitudes, il faut déjà l'apprivoiser. C'est un peu ça. Se rapprocher de l'enfant, essayer de lui parler, écouter, comment je vais dire ça? Le rassurer. Le rassurer, comme je disais, c'est ça. Parce que lorsque l'enfant est rassuré, il se met en confiance, il va parler. Tout passe. Voilà, il va parler. Avant de donner la parole à Tatiana, on aimerait quand même savoir quel est l'âge indiqué, parce que de plus en plus, ces enfants sont amenés à l'école, presque au berceau. Voilà. Quel est l'âge indiqué pour les premiers pas à l'école? Normalement, un enfant rentre dans le social, comme je disais, on lui apprend à rentrer dans le social à partir du moment où il peut déjà s'exprimer. Il peut dire quelque chose, il sait qu'il est propre ou il ne l'est pas, c'est déjà le premier pas. Après, le reste vient seul. Moi, je pense que c'est l'âge de 3 ans. C'est vrai, il y a des enfants qui ont, soit c'est génétique, c'est héréditaire, qui ne parlent pas tôt, mais ils ont leur manière de manifester leur désir, oui. Le langage peut être verbal comme il peut être non Voilà, verbal, toujours gestuel, voilà. Vous êtes à l'écoute. Voilà, Oui. Justement, comme je disais, il faut être observatrice, regarder, avoir cet instinct maternel. Même à la maison, lorsque l'enfant ne parle pas, on arrive à comprendre ce dont l'enfant a besoin. Gérer une maternelle, métier de femme uniquement, les hommes s'en sortent dans ce secteur? Bon, là,
je ne sais pas parce que je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme, mais il y a des hommes, papa poule, comme on peut dire, qui font bien le qui job. font bien le travail parce que j'en ai rencontré. D'accord. Tatiana Mabougo, vous êtes la promotrice de Amaru Toys, spécialisée dans la distribution des jeux éducatifs. Vous êtes maman, comptable de formation, mais vous avez une passion, la famille et l'éducation. Depuis peu, vous vous battez pour que les parents arrivent à réduire les écrans dans les foyers. Pourquoi? En fait, mon déclic est venu du fait que le contenu des programmes n'est pas toujours adapté à la consommation des enfants, surtout dans notre contexte africain. Il y a des scènes qui heurtent souvent la sensibilité de nos mœurs, qui touchent à nos mœurs. Donc, si je prends cette casquette-là pour souvent parler aux parents de réduire les écrans dans les maisons, c'est parce que déjà, je suis maman de 6. Je parle de mon vécu, de ce que je vis avec les enfants à la maison. Je prendrai une petite scène qui s'est passée. Un jour, je regardais un programme avec les enfants et il y a une scène qui m'a vraiment choquée. Et je me suis rendu compte que les enfants à côté étaient scotchés. C'est-à-dire, ils étaient tellement concentrés qu'ils n'ont pas vu que j'étais en train de les regarder. Quand j'ai interpellé une d'elles, j'ai demandé, est-ce que c'est bien ce qui vient de se passer? Elle m'a dit, non maman. J'ai dit, pourquoi tu dis que ce n'est pas bien? Elle m'a dit, on devrait plutôt faire comme ça. Alors je me suis dit, moi qui ai eu cette présence d'esprit de poser la question, est-ce que tous les parents font pareil? Est-ce que tous les parents sont d'ailleurs présents devant le petit écran? Est-ce qu'on éteint tout simplement la télévision comme nos parents faisaient? Est-ce qu'on chasse tout simplement les enfants? Cela va attirer la curiosité. Et c'est pourquoi j'ai décidé de mener plus de recherches sur le sujet des écrans. Je me suis rapprochée des spécialistes, j'ai fait des recherches sur Internet et tout ça, et j'ai décidé de faire de cela un petit combat. Un petit combat. Est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous faites aujourd'hui est compris des parents? Parce qu'on a l'impression que les parents sont davantage enclins à offrir des tablettes, des smartphones, à un enfant parce que c'est pratique, l'enfant est occupé et on peut vaquer à d'autres occupations. Oui, en fait, l'écran est devenu comme un débarras pour les parents. Les parents ont vu en cela un outil pour occuper les enfants afin de vaguer à d'autres occupations. Mais quand je m'approche des parents, je leur dis que ce n'est pas le seul outil qui permet de distraire un enfant. On a tellement d'outils pour distraire les enfants. Alors, les parents qui sont entrés dans mon programme de moins d'écran, on essaie de mettre en place des procédures suivant l'environnement où ils vivent, suivant leur contexte économique pour pouvoir réduire ce temps d'écran. Oui, on ne dit pas que les écrans, ce n'est pas bon. On ne dit pas que la tablette, l'ordinateur, la télévision, ce n'est pas bon. Mais il faut réduire au maximum le timing en fonction de l'âge de l'enfant. Oui, en fonction de l'âge de l'enfant et contrôler ce que cet enfant regarde. Contrôler le contenu. Si vous n'arrivez pas à contrôler le programme, téléchargez vous-même quelque chose que vous allez mettre pour que l'enfant puisse suivre. Oui, là, au moins, vous avez l'assurance que l'enfant ne regardera que ce que vous avez choisi qu'il regarde et vous allez le préserver de tout ce qui est nocif. Est-ce qu'il y a un moyen, justement, de trouver un bon équilibre entre ces écrans et les autres loisirs? Oui, comme j'ai dit tantôt, en fait, c'est un programme. Il faut faire un programme et s'en tenir. Il faut être strict lorsqu'on fait un planning. Même si on est occupé, il faut veiller à cela. Il faut appeler de temps à autre à la maison pour s'assurer que cela a été fait. Surtout, ne pas donner des activités difficiles qui vont fatiguer l'enfant. Il y a le temps de concentration à une tâche. Donc, lorsqu'on fait un programme, on veille à cela. L'enfant va quitter de là à là. Il va faire telle activité. Il va sortir jouer à la cour. Il va revenir jouer à un puzzle. Il faut faire un programme. Si un programme n'est pas fait et n'est pas respecté, on va se retrouver à la dérive. Parce que sincèrement, ce qu'on voit dans la tablette ou Internet, ce n'est pas bon pour nos enfants. D'accord. Maman Coco, les écrans, vous y êtes aussi habituée parce que de plus en plus dans les maternelles, on a des petits écrans, mais au bout d'une journée, ce sont des activités qui sont bien organisées, avec des timings bien précis. Lorsqu'on a un enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'on peut faire avec un enfant de 3 ans? Selon le planning, à la maternelle, nous appelons rythme de vie. Ce n'est pas, comme on dit partout, emploi du temps. Pourquoi rythme de vie? Rythme de vie parce que nous fonctionnons
par rapport à l'humeur de l'enfant. Ah, ok. Voilà. Nous pouvons arriver à l'heure, par exemple, des mathématiques, où il y a des jouets adaptés. Voilà, il y a des couleurs, il y a des nombres. Voilà, ce qui réfère un peu aux mathématiques. Oui. Voilà, là, on sent que les enfants, c'est pas ça. Ils ne sont pas d'humeur. Ils ne sont pas d'humeur. cognons. Et directement, on doit changer, on doit passer par exemple au langage. C'est un truc comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle de rythme de vie journalier. Donc, en parlant des jouets, comme vous dites, ou alors activités manuelles, il y en a plein. Et ceci va en fonction du thème du mois. Parce que nous travaillons en fonction du thème. Des activités pensées. Pensées, justement. Voilà. Comme par exemple, en septembre, nous allons parler de l'école et son environnement. Et tout doit concorder à ça. Voilà. Est-ce que le travail que vous faites déjà à l'école, on va dire que vous êtes en amont ou bien en aval, parce que les parents sont en amont, ce sont les parents qui impulsent et peut-être l'école n'est que la continuité d'un processus. Aujourd'hui, en tant qu'enseignante de maternelle, quelles sont les erreurs que les parents commettent le plus souvent en matière d'éducation ou en matière d'accompagnement de ces enfants dans le processus de croissance ou bien dans cette optique de voir l'enfant grandir? Lorsqu'on parle de aval ou amont, bon, dans tous les cas, c'est vrai que les parents sont en amont, mais maintenant, sur le terrain, c'est le contraire. Oui. Oui, c'est le contraire parce qu'en fait, on se rend compte que les parents même ne comprennent pas les choses lorsqu'on parle de maternelle. Si, par exemple, il prend un enfant de moins de 3 ans, il l'envoie à l'école et il impose, par exemple, la classe où on doit inscrire l'enfant. Oui, justement. Il impose, par exemple, la classe. Il va te dire, bref, c'est le langage de tous les parents, hein, il va te dire, mon enfant, il est grand, il bavarde. Vraiment, si tu vois les choses qu'il fait à la maison, il écrit partout. Ah, mais... Monsieur, madame, cet enfant, il écrit tout ça, hein, c'est par instinct. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Le parent ne comprend pas. Vous voyez, c'est là où je disais qu'il faut aussi enseigner les parents. Et en ce moment-là, on ne sait pas. L'enseignant est où? En amont, en aval? Ouais. Donc, ça veut dire que quelque part, les parents, avec cette façon de penser, perturbent un peu. Justement. Maintenant, lorsqu'il faut avancer, comme je disais tantôt, il faut bien comprendre, il faut comprendre l'enfant, il faut orienter. Est-ce que vous, en tant qu'enseignante, vous avez l'impression que les parents vous comprennent, vous, par rapport à ce que vous voulez apporter à Pas un toujours, enfant? Pas toujours parce que la chose c'est que nous les invitons, nous voulons, par exemple, dans le système, là où nous sommes, à Duval, nous aimerions travailler en partenariat avec les parents. C'est évident. Justement pour qu'ils comprennent là où nous voulons en venir. Parce que si un parent ne comprend pas, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Il aura tendance à critiquer ce que nous faisons. C'est pour ça nous appelons, nous invitons les parents à travailler chaque semaine. En fin de semaine, on a l'habitude de convoquer des parents s'il y a un souci, même par rapport au comportement des enfants. On aimerait bien savoir comment ils se comportent à la maison, pourquoi ils se comportent à l'école comme ci ou comme ça. On essaye de travailler ensemble pour... Est-ce que ça fonctionne toujours quand on sait que de plus en plus les maternelles sont devenues un peu comme des débarras, des garderies? Là, les mamans sont le plus indexées. Les mamans qui sont enclins à aller pour des raisons parfois professionnelles, vite inscrire les enfants à l'école. Comment est-ce qu'en tant qu'enseignante, vous vivez la chose aujourd'hui? Comment vous gérez? C'est difficile. C'est difficile parce que, comme vous dites,
pour la recherche ou alors des raisons professionnelles, le parent, pour moi, la femme, a tendance à délaisser les enfants. Et c'est plus déplorable pour les petits-enfants parce que vraiment, la relation entre la maman et l'enfant, moi, je trouve qu'elle est plus intense qu'avec le papa. Voilà. Ça veut dire que la maman est appelée à être au devant de la scène. Au devant de la scène, voilà. Donc, un enfant, je prends un exemple comme ça, un enfant qui arrive le matin et comme pour empirer les choses, il prend le bus. Je vous le dis avec un pincement au cœur. Parce que le parent, surtout la maman, doit faire ce sacrifice pour un petit enfant, l'accompagner, ne serait-ce que le premier jour ou alors la première semaine de la rentrée. L'enfant se fait accompagner par la nounou. Qu'est-ce que ça fait à l'enfant? Nous sommes toutes des femmes avec ce cœur maternel. Maman Coco le dit avec tellement que ça fait un oui, au cœur. On imagine ces bouts de chou qui a l'enfant qui arrive le matin. Je peux dire qu'il est tout paniqué et généralement, je vais vous dire, c'est pas toujours le premier jour. Parce que le premier jour, parce que c'est pas toujours le premier jour. Parce qu'en fait, le premier jour, il ne réalise pas où il s'en va. Oh non. Oui, il est tout joyeux, mais à partir, comme je disais, à partir du moment où le parent s'en va, ça crée une cassure. Maintenant, le deuxième jour, lorsqu'on l'accompagne, il dit « Ah, on me ramène encore à cet endroit là où on m'a abandonné hier. » Ben, c'est là où les véritables pleurs commencent. Vrai. Vous voyez un peu, et c'est parti. Il y a un rejet de l'école. Oui, c'est comme ça. C'est là où l'enseignante doit vraiment travailler. À la maternelle, première année, nous prenons au moins 1 mois pour rassurer, pour faire ce travail. Qu'est-ce que vous allez dire à un enfant qui est comme ça? Vous allez commencer à lui parler de quoi? À écrire quoi au tableau? Ou alors à réciter quoi? On a une enseignante qui est carrément déchirée. On voit que c'est avec le cœur, c'est avec l'âme que vous parlez de ça. C'est carrément une interpellation, un appel au moment. Être proche de ces enfants qui ont besoin, ne pas tout abandonner aux maîtresses. Oh, maman Coco, on a envie de vous faire un câlin plan large, parce que là, j'ai envie de vous tenir dans mes bras. Oh, ça fait chaud au cœur d'avoir des maîtresses passionnées comme ça. Oh, c'est rassurant. Dans tous les cas, je pense que tout le monde à la maison a compris. C'est un cri de cœur de cette maîtresse enseignante à Duval qui interpelle les parents. Parce que aller dans une école maternelle le premier jour, c'est déchirant de voir ces enfants. Voilà, c'est ça, vraiment. C'est vrai qu'au bout d'un mois, grâce à votre travail, on arrive à trouver des petits enfants qui sont tout heureux d'apprendre. Mais là, mesdames, là, maman ou papa, on comprend qu'il faudrait jouer son rôle. Comment, d'autant que maman Coco se reprenne, je m'adresse. Tatiana, on revient un peu sur l'évolution numérique. L'évolution numérique aujourd'hui est on peut voir comme une menace à l'éducation proprement dit de nos enfants? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, parce que nous sommes à l'ère du numérique. On ne va pas tout simplement dire qu'on n'utilise pas les écrans ou les tablettes ou les ordinateurs ou la télévision même dans certaines salles de classe pour présenter un sujet scolaire. Donc le souci c'est juste que l'écran pour la distraction, c'est de ça qu'il s'agit en fait. L'écran pour la distraction doit être limité. On doit vraiment contrôler cela. Après l'école, on doit veiller à ce que l'enfant ne soit pas scotché. On doit vraiment faire le travail après l'école, pendant les congés, pendant les vacances. Comment gérer cela? Parce que ça veut dire que vous êtes d'accord avec Mme Coco lorsqu'elle dit que le plus souvent, les parents oui, les parents ont abandonné. Ils ont vraiment démissionné. Les parents se disent que c'est à la maîtresse ou au professeur de tout faire le travail. Non.
Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'enseignant a un programme scolaire à respecter. L'éducation à la maison, c'est à la maison. Comment l'enfant doit se comporter en société, c'est à la maison. Ce n'est pas à l'enseignant de faire ce travail-là. Et ce n'est pas à la télévision d'éduquer notre enfant. Wow. Parce que c'est ça le grand problème. Lorsqu'on laisse nos enfants avec Internet, avec la télévision, en fait, c'est ça qui finit par éduquer nos enfants. Le petit enfant de 3 ans ou de moins de 3 ans ne comprend rien à ce qui se passe. Il ne fait pas le distinguo entre ce qui est à la télévision et ce qui est réel. Donc, il faut vraiment veiller à cela. C'est à nous, parents, de faire ce travail. À l'école, dans les crèches, peut-être, on va mettre l'écran pour faire le 1, 2, 3, A, B, C et tout ça. Même jusque-là, il faut contrôler parce qu'il ne faudrait pas que l'enfant soit addict. Ce n'est pas aussi toute la journée. Non, ce n'est pas toute la journée, ça c'est sûr, mais il ne faudrait pas que l'enfant soit addict de cela. Parce que le 1, 2, 3, ABC peut se chanter également avec la bouche et l'enfant va retenir. Certains parents disent que l'enfant apprend face à l'écran. Je dis non. L'enfant n'apprend pas face à l'écran. Vous laissez l'enfant apprendre avec l'écran. Ce qu'il apprend là-bas, vous pouvez le faire également vous-même. On n'a pas toujours besoin de ça à la maison. Donc, c'est en fait ça que j'essaie de dire aux parents. Est-ce qu'ici, Tatiana, les parents eux-mêmes ne devraient pas revoir leurs propres habitudes? Parce que si les enfants sont comme des éponges... Ben, c'est ça. Oui, en fait, moi-même, j'ai mené ce combat de désintoxication. Oui, parce qu'il faut le dire. Carrément, oui, carrément, j'ai mené ce combat. Oui, il fallait regarder. Pour moi, si je ne regardais pas un film à midi au bureau, si je ne regardais pas un film le soir, le week-end, si je ne regardais pas le film, c'était zéro. Je n'ai pas eu de week-end. Alors, si vous avez une maison où la télé est allumée, la télévision est allumée en longueur de journée, l'enfant, il va copier cette habitude. Si vous avez une télévision dans la chambre où elle est toujours allumée, l'enfant va copier cette habitude. Si vous rentrez le soir, vous êtes sur votre téléphone toute la soirée. L'enfant, il va copier cette habitude et il va se dire c'est une bonne chose. Si maman le fait, si papa le fait, ça veut dire que c'est une habitude à copier. Donc, on devrait d'abord travailler sur nous-mêmes. Elle a dit tout à l'heure une petite phrase, éduquer les parents. Oui, on devrait éduquer les parents pour éduquer les enfants à leur tour. Les parents déconnectés pour que les enfants puissent déconnecter. Oui. C'est Madame ça. Coco. Oui. Oui, je suis parfaitement d'accord avec Tatiana. Dans tous les cas, certains enfants, je l'ai dit à l'entame de cette émission, déjà à l'âge de 3 ans, passent en moyenne 3 à 6 heures devant le petit écran, ce qui est bien dommage. Et selon les psychologues, à la longue, ces écrans ont le même effet qu'une drogue sur une personne addicte. Oui, je ne vous coupe pas. Il faut carrément voir les crises qu'un enfant pique lorsqu'on éteint la télévision. Les spécialistes comparent cela à une crise autistique, c'est-à-dire comme un enfant autiste. Il pique une crise, réellement une crise, il se roule au sol, il va même dans la chambre, il claque la porte. C'est vraiment dommage de laisser arriver à une telle extrême. Il faut vraiment contrôler. À moins de 3 ans, pas de télévision. C'est vrai, ce n'est pas évident avec, il y a déjà 5 ans, il y a 6 ans, comment faire avec la plus petite. Ce n'est pas évident. Peut-être mettre un programme où l'heure de télévision coïncide à une heure où celle-là dort. Ou alors lui mener une autre activité. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Lorsque les autres sont peut-être sur la tablette pour 10 minutes, parce que c'est vraiment chronométré chez moi, lorsqu'ils sont sur la tablette, je demande qu'on lui donne un autre jouet et une grande personne va aller jouer avec elle ou moi-même, je vais jouer avec elle. Du coup, elle ne s'intéresse pas à la tablette ou à la télévision à côté. Lorsqu'on est dans une salle et qu'il y a un enfant, on ne veut pas que l'enfant regarde la télévision, il faut l'éteindre. Parce que le simple fait d'être dans la salle influence l'enfant. Donc, il faut, si tu veux regarder ton film, attends que les enfants dorment. Tu vas dans ta chambre, tu regardes ton film. Donc, il faut essayer de contrôler vraiment ce qu'on fait en présence des enfants pour qu'ils ne copient pas ces habitudes. Le combat que vous menez est un combat pour des parents présents. Oui. Dans le processus de développement des enfants, des parents qui doivent... on est dans une société où les parents doivent encore apprendre à jouer. C'est un peu comme si on est happé par la pression sociale, les sollicitations, au point où on a oublié il faut jouer. En chaque personne sommeille un enfant. Et il faut jouer. Il faut jouer. Il faut jouer avec les enfants. Il faut jouer avec les enfants, ça déstresse beaucoup. C'est mon activité en fait chaque soir. Ça déstresse beaucoup lorsqu'on joue avec les enfants. Donc vraiment, si on pouvait éduquer les parents dans ce sens-là, ils comprendraient que c'est pour leur intérêt. Ce n'est pas une perte de temps de jouer. C'est pour leur intérêt. 15 à 30 minutes de jeu, vraiment c'est relaxant.
15 minutes en 24 heures, c'est rien. C'est rien, comparé à une journée. Bon, Madame Coco, on va revenir un peu dans la salle de classe. Est-ce qu'en tant qu'enseignante, vous avez la possibilité, en observant les enfants qui vous sont confiés, de déterminer un enfant qui bénéficie de l'amour et de l'attention de celui qui n'en a pas du tout? Justement, j'ai parlé tout à l'heure, de prime abord, en début d'année, c'est ça d'abord, il faut être regardant, il faut se rapprocher des enfants, il faut rassurer, il faut mettre en confiance, ça passe par là. C'est là où on détecte des enfants qu'on peut dire rejetés, en manque d'affection. Parce que ces enfants, soit il aime rester seul dans son coin, malgré les activités auxquelles se soumettent les autres enfants, soit il se rapproche de vous, il a toujours envie de parler, il a envie des câlins, il a envie de rester à côté de la maîtresse. C'est des petits gestes comme ça. Vous comprenez? Et à partir du langage, vous allez comprendre que cet enfant a un souci. Oui. Et lorsque ça commence à sortir, il va vous raconter tout ce qui se passe à la maison. On est sûr que vous en écoutez au quotidien. On ne va pas revenir sur ce que les enfants vous disent, mais on est certain que vous avez des histoires chaque jour. C'est ça. Et il faut préciser que quelque part, Maman Coco, au-delà d'être enseignante maternelle à Duval, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, vous menez aussi un combat pour que les mamans soient de plus en plus impliquées, parce que vous l'avez dit en off, vous pensez que ce n'est pas pour rien qu'on parle des maternelles. Parce que les mamans doivent être là les premières années de vie. C'est un peu comme ça devrait être fusionnel entre une mère et son enfant. Son enfant. Oui, justement, c'est ça le combat. Parce que si j'ai coulé une larme, c'est vraiment de la peine. Oui, parce que pour une maman, c'est cette chose-là qui nous attache à l'enfant. Quand le parent, il ne sait pas à quelle heure son enfant vient à l'école, il ne sait pas ce que l'enfant mange. On a un peu, les nounous ont remplacé les mamans. Ah, voilà, voilà. Mais c'est ça. Tatiana. C'est ça. Oui, c'est vraiment dommage qu'on laisse notre progéniture, notre sang à la merci. Je ne vais pas dire à la merci parce qu'il y a de très bonnes nounous, de très très bonnes nounous, mais elles ne devraient pas nous remplacer à 100%. On devrait au moins une fois par semaine, quelle que soit l'activité, faire l'effort de laisser l'enfant à l'école ou de venir le chercher. Ça fait vraiment du bien, rencontrer la maîtresse parce que... Vous achevez l'année parfois sans rencontrer Oui, parce que quand tu viens à la sortie de l'école surprendre l'enfant, quand il te voit, sincèrement, c'est émouvant. Il faut voir sa réaction. C'est ma maman. Maman est là. Elle appelle tous ses amis pour dire maman est là. C'est vraiment dommage que certains parents ne vivent pas ça. C'est très beau. Donc, il n'y a rien qui justifie le fait qu'on manque... Je ne trouve pas. Vous êtes formel, catégorique là-dessus. Je ne trouve pas. Parce que s'il faut trouver 2 ou 3 jours en semaine, vous dites par exemple à votre patron, vraiment patron, j'aimerais accompagner mon enfant à l'école ce matin. Je vais arriver peut-être avec 15-30 minutes de retard. Je ne pense pas qu'on puisse nous refuser ça. Je ne pense pas. Oui. Oui. C'est pas toujours évident. Oui. Oui. Comment est-ce que vous faites alors, vous, Tatiana, en tant que parent, pour pouvoir vivre ces moments-là? Est-ce qu'il va justement d'une... Vous avez dit qu'en chaque... Normalement, on dit lorsqu'on est maman, on a ce petit truc-là. Mais est-ce que toutes les mamans ressentent ça, justement? Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Vraiment, je ne trouve pas. Il y a des choses... Il faut être sur le terrain pour vivre des choses. Il faut être sur le terrain. La maîtresse en remplace. La maîtresse fait tout à la fois. Tout à la fois. C'est la maîtresse qui, parfois, est obligée d'apprendre à l'enfant à être propre? Justement. Justement. Oui.
L'enfant arrive le matin, comme je disais, il s'est réveillé, disons, à 5h30, 6h, parce qu'il faut aussi que maman se prépare rapidement pour aller au travail. La nounou a prêté l'enfant, elle l'a amené à l'école. Un enfant à qui on a interrompu le sommeil, il arrive, il a d'abord envie de dormir. Oui, vous l'accompagnez au lit, il se repose. Lorsqu'il se réveille, il couvre son sac, prend son biberon. Vous voyez un peu? Oui. Il prend son biberon et lorsqu'il a fini, il s'engage maintenant. C'est une école de C'est patience, une en fait. école, oui. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, si en plus, il faut que le manque de maman s'ajoute. Le manque affectif. Vous voyez un peu, c'est... C'est difficile. Maintenant, est-ce que lorsqu'on voit le rôle des enseignantes de maternelle, par exemple, à la veille d'une rentrée scolaire, comme c'est le cas au Cameroun, la rentrée scolaire 2022-2023 est prévue pour le 5 septembre prochain. À la veille de la rentrée, la rédaction de Moi Femme a choisi de se pencher sur les premiers pas à l'école parce que c'est une étape cruciale. On ne naît pas homme, on le devient. Et une maternelle, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une maternelle ratée a un impact sur la suite du cursus? Ah, Adrienne, c'est la base, c'est la fondation. Lorsqu'une fondation est ratée, la maison va s'écrouler. C'est comme ça. Nous avons les conséquences terribles pour une maternelle ratée. Il n'y a pas d'affection. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui n'ont pas ce cœur-là. Il n'y a pas, je peux dire, il n'y a pas d'amour. C'est ça. Quelque part, c'est ça. Parce que c'est à la maternelle qu'on apprend le social à l'enfant. Un enfant qui ne sait pas partager, un enfant qui n'a pas développé la compassion. La collaboration, tout ça. La vie en société. La vie en société, c'est raté. Lorsque c'est raté là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire pour rattraper ça. On va prendre ces femmes qui ont marqué l'actualité de ces 7 derniers jours et puis on reviendra avec vous, Madame Coco. Il sera question de comprendre, est-ce que la société comprend le rôle et l'importance des enseignantes de maternelle? Ce sera après, elles font l'actu. Ces femmes, tristement célèbres malheureusement, on a la fin tragique de Hélène Wendy, une étudiante infirmière d'origine kenyane résidant au Canada. Elle meurt par noyade en plein direct sur Facebook. La jeune femme âgée de 24 ans, vous allez le voir, la réalisation en image. La jeune femme âgée de 24 ans travaillait comme préposée aux bénéficiaires dans un centre de soins d'Owen Sound. Après donc, son quart de travail du matin le 18 août dernier, elle décide d'aller nager dans l'après-midi dans la piscine du motel où elle habitait. Environ 10 minutes plus tard, la vidéo montre en train d'appeler au secours. On va regarder quelques minutes et on va commenter avec nos invités. Incroyable, mais vrai. C'est sans doute l'une des histoires les plus tristes et choquantes de la toile en ce moment. Il s'agit en effet de l'histoire au destin tragique d'une infirmière kenyane appelée Hélène Wendy. Résidente au Canada, la jeune infirmière avait décidé de quitter son service dans l'après-midi de ce vendredi 19 août afin d'en profiter pour se lancer dans une piscine. Malheureusement, Donc, elle décide simplement, la jeune dame a décidé d'aller nager, donc, et environ 10 minutes plus tard, la vidéo la montre en train de crier à l'aide, incapable de nager dans la partie certainement plus profonde de cette piscine. Ce n'est que vers 17h qu'un autre client du motel a trouvé la victime et arrêté la diffusion en direct. Sa famille a lancé une campagne sur le site web GoFundMe, espérant recueillir 50 000 $ canadiens afin de payer pour le rapatriement de la dépouille à Nairobi. Certains parlent d'un crime, d'autres disent qu'Hélène Wendy ne savait pas nager. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cette noyade.
En Côte d'Ivoire, je le disais également à l'entame de cette émission, la journaliste Ange Latte, tuée à son domicile le 18 août à Gonzagueville, récemment embauchée par la mairie de Port-Bouët dans une radio de proximité, à proximité de la commune. C'est la voisine qui a découvert le corps. Les causes de son décès restent inconnues, même si le voisinage témoigne et dit l'avoir entendu se disputer quelques heures plus tôt avant son décès. Son téléphone a disparu et les enquêtes se poursuivent afin de déterminer les causes exactes de cette mort. Nous avons cette fois-ci cette vidéo, vous reconnaissez certainement ces deux personnalités africaines. Il s'agit en première ligne de Eunice, l'Ivoirienne Eunice Junon et du Camerounais Ténor, l'artiste musicien. Les deux, dans une vidéo devenue virale, on a droit à une scène de ménage, une scène qui a choqué les internautes. Les images, on voit les deux personnalités africaines, les deux artistes en pleine bagarre. Donc, on va regarder les images rapidement et on reviendra sur les excuses de Eunice Junon aux Camerounais comme aux Ivoiriens. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. On n'a rien à se dire, en fait. C'est pas pour qui? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez. C'est pas ça mon problème. Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. On n'a rien à se dire, en fait. C'est pas pour qui? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Suite donc à cette vidéo qui a choqué le monde, l'artiste ivoirienne, humoriste et présentatrice Eunice Junon a rompu le silence en demandant pardon aux Camerounais comme aux Ivoiriens pour ce qu'elle a qualifié de scène de ménage. Selon elle, cette vidéo aurait été prise dans le seul but de porter atteinte à sa personne. Donc, les commentaires, vous imaginez des internautes des deux pays, chacun y va de son point de vue, chacun tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que l'Ivoirienne aurait porté plainte du côté de la Côte d'Ivoire contre l'artiste Ténor. Il faut préciser que les deux artistes étaient fiancés. Est-ce que c'est un signe de rupture? On se refuse de répondre à cette question sur ce plateau. On met le cap maintenant du côté de Atlanta, c'est aux États-Unis, où cette semaine, Raïssa Kenyé a ouvert le feu à plusieurs reprises sur 3 personnes dans la ville d'Atlanta. 2 sont mortes et une grièvement blessée. Donc la jeune Camerounaise aurait été victime d'une injustice d'après elle, d'après ce qu'elle a eu écrit sur son compte Facebook, dans son ancien lieu de service où elle avait dénoncé des fraudes. Quelque temps après, elle avait été licenciée de façon abusive, estime Raïssa, et avait intenté une action en justice contre son ancien employeur et d'autres parties au mois de mai dernier. Raïssa Kenyé accuse son ancien employeur de conspirer avec sa société de gestion immobilière, des voisins et ses propres avocats. Elle a été interpellée à l'aéroport alors qu'elle se préparait à quitter le pays. Toujours une Camerounaise au devant de la scène cette semaine, Vera Songwe quitte ses fonctions de secrétaire générale de la Commission économique des Nations Unies. Elle a annoncé lors d'une réunion virtuelle réunissant le 22 août le personnel et les partenaires de l'institution nommés par Antonio Guterres. La Camerounaise avait rang de secrétaire générale adjoint de l'ONU et était la première femme à diriger la Commission économique pour l'Afrique, succédant au Bissau-Guinéen Carlos Lopez. Vera Songwe a passé près de 20 ans à la Banque mondiale où elle a notamment été directrice régionale Afrique de l'Ouest et centrale de la Société financière internationale. Elle n'a évoqué, elle n'est pas revenue ou elle n'a pas précisé les raisons de cette démission. Rien n'a filtré pour leur information sur laquelle on reviendra certainement dans nos prochaines éditions de Moi Femme, surtout que certains parlent d'un nouveau poste ailleurs. Donc on va suivre l'actualité de Vera Songwe, on reviendra là-dessus. On se retrouve dans une poussière seconde pour la dernière ligne droite de Moi Femme.
Mesdames, Messieurs, si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes sur Dash News et c'est votre magazine hebdomadaire Moi Femme. Nous recevons pour cette émission dont la thématique est centrée sur les premiers pas à l'école d'un enfant. Nous échangeons avec une enseignante de maternelle, Madame Coco, et une experte, une spécialiste en jouets éducatifs, Tatiana Mabogo. Toutes deux elles ont un dénominateur commun, le combat pour l'éducation et l'épanouissement optimum des enfants. Avant de revenir, puisque nous cheminons vers la fin de cette émission, un commentaire sur ce que vous avez vu, ces femmes tristement célèbres. On va revenir. Lequel des sujets vous a le plus parlé? C'est vrai. J'ai regardé, deux ont retenu mon attention, celle qui se noie en direct sur Facebook et celle-ci qui se fait justice en tuant 2 personnes. La Camerounaise Raïssa Kenyé. C'est triste. Tatiana. Surtout la dernière, la Camerounaise, qui s'est fait justice, qui m'a un peu heurtée, surtout en pensant à tout son background, tout son parcours pour arriver où elle était et surtout à ses parents en Afrique. C'était vraiment touchant. Ouais. On va dire, elle était partie pour briller, pour réussir et malheureusement, peut-être on ne va pas interpréter parce qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit elle était, mais rien ne justifie le fait qu'on porte atteinte à la vie de l'autre. Donc c'est malheureusement une carrière qui se brise, une famille qui sera déchirée et il faudra peut-être songer à penser les blessures et ce n'est pas toujours évident. Pour sortir de cette émission, un moment Coco, moi je préfère ça parce que ça fait chaleureux, ça fait Afrique. Notre Afrique, est-ce que la société africaine comprend vraiment le rôle des maîtresses de maternelle? Je pense avec expérience que ça commence à être compris. Oui. Parce que de plus en plus le temps passe, plus nous voyons des parents qui se rapprochent des enseignants pour poser telle ou telle question. Pourquoi ça se passe comme ça? Lors des inscriptions, le premier jour là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe comme ça? Et aussi, même au cours de l'année, il y en a qui prennent quand même le temps, ne serait-ce que d'appeler comment s'est passée la semaine avec l'enfant. Bon, par rapport à ceci, comme vous me dites, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrange? Bon, ça commence à aller. Ça veut dire que c'est un appel à tous ces parents qui traînent encore le pas. Voilà. Des exemples à suivre. Voilà, des exemples à suivre. On n'a pas le temps, c'est vrai, mais il faut prendre un petit instant pour ne serait-ce que communiquer avec l'enseignant qui encadre l'enfant. C'est important. C'est important. Et on se refuse aujourd'hui d'intégrer le fait qu'il pousser les enfants sans tenir compte des fondamentaux de cette base-là, des erreurs à éviter. Il y a des erreurs à éviter. Lorsqu'un enfant naît, il a besoin, il y a un moment où il a encore besoin de cette chaleur familiale. Oui, parce que le fait de l'enlever très tôt pour l'emmener à l'école, c'est comme un déchirement. Oui, c'est comme un déchirement. Il y en a qui, je peux dire, pour rattraper ce temps, ne parlent pas, ne se socialisent pas, ils restent comme braqués. Jusqu'à ce que ce moment arrive. Voilà, où il va comprendre que bon, en fait, c'est fini, je ne peux plus être à la maison, je suis obligée de rester avec les amis. Maman Coco est là, c'est comme ça. Tatiana Mabogo, les erreurs que vous avez, bon, on a parlé de l'importance pour les parents de changer les habitudes. Si vous n'êtes pas, je pose la question, mais ça ne veut pas dire que vous êtes si âgé que ça, mais en tant que maman, si on vous demandait aujourd'hui de comparer un peu les nouvelles mamans, les mamans d'aujourd'hui,
est-ce qu'elles sont, ou bien dans le combat que vous menez au quotidien, avez-vous l'impression d'être écoutée par les jeunes parents ou bien par les plus anciens? Par les plus anciens. Oui. D'office? Oui, d'office, parce que les mamans d'aujourd'hui disent que tu dis ça pour toi. Tu dis ça parce que tes enfants écoutent, parce que tes enfants suivent ce que tu dis. Mais je dis toujours, si l'enfant ne suit pas ce que tu dis, c'est parce que tu n'es pas assez strict. L'enfant doit suivre ce que la maman, le papa, il dit. Parce que c'est ça qui est bien jusqu'à ce que tu trouves que autre chose, quand tu seras majeur, est bien pour toi. Donc, je pense que si nous, parents, on se décide de débrancher les télévisions, ils ne vont pas acheter une nouvelle télévision pour déposer. Oui. Si on se décide de ne pas donner de téléphone, ils n'auront pas de téléphone. Si on se décide de ne pas donner une tablette, c'est nous qui achetons pour donner. Si on décide de ne pas le faire, il n'y en aura pas. Ils auront peut-être à l'école utilisé pour leurs amis, mais ce sera pour un court instant. Ils sauront pourquoi on dit que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, tout simplement. Tu dois comprendre que ce n'est pas bien. Il y a des choses qui ne sont pas pour ton âge à l'intérieur. À tel âge, quand tu auras peut-être ton examen, je vais t'acheter un téléphone. Une tablette, même si on a une tablette à la maison, tu peux la jouer peut-être pendant 30 minutes, 15 minutes. Si c'est pour les devoirs scolaires, oui. Comme j'ai dit tantôt, on est à l'ère du numérique. Il faut tout simplement contrôler. Pour ces parents, par exemple, qui ne sont pas présents à la maison, il faut vraiment être l'ami de la nounou. Parce que si vous n'êtes pas l'ami de la nounou, c'est qui s'occupe des enfants, les enfants vont aller à la dérive. Parce qu'on connaît les chaînes que toutes les nounous regardent à la maison. Elles regardent les e-world, les novelas et tout ça. Rien d'éducatif pour les enfants à l'intérieur. Pourtant, après l'école, on ne doit pas lâcher prise. Tout ce qu'on fait, même si c'est pour jouer, doit être dans le sens éducatif. Et c'est pourquoi je parle beaucoup des jouets éducatifs. Tout ce qu'on fait... Maman Coco l'a dit, l'enfant apprend mieux en jouant, en s'amusant. Oui, l'enfant apprend mieux en s'amusant. Et quand on dit enfant, ce n'est pas simplement les tout petits. Même les plus grands, ils apprennent en s'amusant. On a par exemple instauré l'heure de lecture. À l'heure de lecture, le soir, tout le monde prend un livre. Même s'il ne connaît pas ce qui est à l'intérieur, le simple fait de t'interpréter l'image, voilà. Il est tombé, il est descendu. Oui, pendant 5 minutes, tout le monde a un livre, jusqu'aux parents. Après, on fait un petit résumé, chacun va dire, et 15 minutes, on est passé dessus. Et c'est une habitude à prendre. L'écran n'est pas primordial, ce n'est pas incontournable. Sauf pour les devoirs scolaires et pour l'enfant qui a la passion de l'informatique, la passion du numérique et tout ça. Oui. Maman Coco, pour sortir de cette émission, on sort en se disant il faudrait peut-être apprendre à mieux communiquer entre les parents et les enfants. Un enfant de la maternelle peut faire le bilan de sa journée le soir venu? Oui, justement. Justement, lorsqu'un enfant est parti de la maison le matin, lorsqu'il arrive à la maison le soir, je pense que la première chose, lorsqu'il voit son parent, c'est « Maman, aujourd'hui, la maîtresse a fait ceci » et c'est de la même manière qu'il raconte ce qui se passe à la maison. Ses enfants, ils bavardent. À l'école? Oui, ils bavardent. C'est ce qu'il raconte, comme il raconte ce qui se passe à la maison, c'est comme ça, il raconte ce qui s'est passé à l'école. Il a toujours à dire. Il a toujours à dire. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas comprimer les enfants. Non, je retiens. Pour être enseignante de maternelle, ça doit partir d'une vocation. Passion. Parce que l'enseignante de maternelle, au-delà d'être enseignante, elle est la continuité, elle est la maman de l'école. Elle est la maman qu'on retrouve, la maman de remplacement à l'école. C'est tellement prononcé chez Maman Coco que lorsqu'elle parle de ses enfants en manque d'affection, on l'a vu, c'est avec la larme à l'œil, c'est déchirant. Dans tous les cas, on viendra déjà le 5. Donc, votre établissement scolaire, on verra comment ça se passe cette première journée avec les tout-petits dans le cadre de Moi Femme. Et je précise que vous n'êtes pas novice dans le métier, vous êtes à combien d'années? Ça fait près de 20 ans que je tiens les enfants. Ah, c'est dur, on comprend la passion, on comprend l'engagement. 20 ans d'expérience, 20 années à pouponner. 20 années à chérir, 20 années à accompagner. Et je vous invite un peu à faire un tour parce que nous y sommes allés
C'était au milieu de l'année et on s'était promis qu'à la veille de la rentrée scolaire, on allait prendre le temps d'inviter Maman Coco sur ce plateau. C'est désormais chose faite. Lorsqu'elle est au milieu des enfants, vous entendez, on ne sait même pas Maman Coco, Maman Coco, Maman Coco. Vous imaginez une dizaine de petites voix qui crient toutes. Et à la fin des cours, mais c'est génial de vous voir. Ah, j'aime ça le matin. J'aime ça le matin parce que lorsque j'arrive, même s'il y a des problèmes à la maison, vraiment cette chaleur matinale, c'est chacun qui vient prendre son petit câlin. Il court de partout pour embrasser, c'est très beau. Ah, merci Maman Coco d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir l'envie qui vous anime d'amener les parents à comprendre l'importance de préparer les enfants justement au premier pas à l'école. Et non seulement préparer et rester à la maison, mais accompagner ces enfants-là. Car la maternelle, c'est les premiers pas pour grandir, pour devenir un homme ou pour devenir une femme. Ça demande l'implication des parents, qu'on soit papa ou maman. Madame Coco l'a dit, Tatiana Mabougo, on l'a compris, nous évoluons avec notre temps. Le numérique, on l'intègre, on va pas se départir des écrans, mais il faudrait contrôler pour que cela ne devienne pas nocif. Nocif, oui. Dans le processus d'éducation de nos enfants. Oui. C'est dit, mesdames. Que dire après tout ça? Simplement merci. C'est nous qui vous remercions. Merci à Dash de nous donner l'occasion de partager ce sujet très important pour nous parents. Dans tous les cas, c'était Tatiana Mabougo Tchoupé, notre spécialiste en jouets éducatifs. Elle mène ce combat pour la famille, une famille épanouie et un combat pour l'éducation. On avait également le plaisir de recevoir Madame Coco, enseignante de maternelle à Duval, une enseignante passionnée qui parle de la nécessité pour les parents à préparer les tout-petits, à préparer les enfants pour les premières années d'école. Non pas seulement préparer, mais d'y être à fond, d'accompagner les maîtresses dans un processus, c'est en partenariat parents-enseignants, c'est dit. Et si vous voulez retrouver Madame Coco, vous savez comment le faire si vous êtes du côté du Cameroun, plus précisément à Douala, dans la capitale économique, cap sur le 5e arrondissement, dès le 5 septembre. Elle sera là. En attendant, vos tout petits qui feront le premier pas à l'école. Allez, on vous dit merci pour tout ce que vous faites. Merci bien, coucou à tous mes enfants. Merci Tatiana. Merci Adrienne. Allez, mesdames, messieurs, c'est la fin de Moi Femme. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. 7 jours, ça passe très vite. À bientôt. Au revoir.